C'est des Elon Musk de l'immobilier. Je prends l'exemple d'Elon Musk, comme ça parlera à tout le monde. Les voitures électriques, personne ne voulait en entendre parler. Musk, il a dit quoi? Il a dit, bon, nous, on va faire. Donc, c'était un coup de pied salutaire dans la fourmilière. Et c'est comme ça que les choses évoluent. Aujourd'hui, homme-femme, franchement, c'est même pas une question. C'est la compétence. Il faut arrêter de parler homme-femme. Rien que le terme de gérant technique. Je sais pas, il y a une image commune. On se dit, c'est plutôt pour les mecs. Faux. Moi, j'ai engagé énormément de gérantes techniques et je peux te dire qu'elles sont super performantes, elles sont hyper respectées, elles sont brillantes. Je répète, l'immobilier est un métier au sans métier. C'est impossible de ne pas trouver, quel que soit ton caractère, une activité dans laquelle tu ne pourrais pas te réaliser. Hey, c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. L'objectif de ce podcast, c'est de vous permettre de continuellement apprendre même après votre journée de travail. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode. Hey, dans ce nouvel épisode, j'ai la chance d'accueillir Olivier Perrault, le président de l'USP Formation. Salut Olivier. Salut. Merci beaucoup déjà d'accepter de faire cet épisode avec moi. Peut-être rapidement, tu peux faire une courte introduction de ton parcours jusqu'à la présidence de l'USP Formation. Alors, ça risque pas d'être court, c'est un peu le problème. Voilà, je suis un ancien de l'immobilier, j'ai 33 ans de métier. Pire en pire, chaque année ça change. Donc j'ai commencé, tu l'auras calculé, en 1990. Je suis pas quelqu'un qui a fait des hautes études, j'ai pas été à l'université, ils m'ont pas accepté. Par contre, j'ai fait beaucoup de pratiques. Je dis souvent que l'immobilier est un métier au sans métier. Il est très vaste, d'où l'intérêt finalement. Et j'ai eu l'extraordinaire chance de quasiment pratiquer l'ensemble des métiers. En passant d'un service location à la PPE, à la logistique, à l'informatique, à la gérance technique, administrative, comptable, à la promotion. J'ai créé une boîte de promotion, j'ai repris une société à Nyon, puis à Lausanne, puis à Neuchâtel. Finalement, je suis devenu actionnaire et administrateur d'un grand groupe immobilier genevois. Je peux citer, j'ai le droit de citer ou pas? Oui, alors, bien sûr. Le groupe Nef, qui est une excellente régie, je vous la conseille. Et puis finalement, toujours l'envie de changement. J'ai repris la direction générale du groupe DBS. J'étais CEO du groupe DBS. Et puis j'ai repris la présidence aussi de ce groupe DBS. Et aujourd'hui, après avoir vécu énormément d'expériences, je prends un plaisir incommensurable à retransmettre mon savoir. Tu sais aussi bien que moi qu'on est riche que de ce qu'on donne et non pas de ce qu'on reçoit. Et c'est vrai qu'à l'USP Formation, j'ai trouvé finalement une nouvelle voie dans laquelle je m'amuse beaucoup. Ok, magnifique. Voilà, c'est un long résumé. Pour les peu de personnes qui te connaissent pas encore, est-ce que dans le monde de l'immobilier, c'est quoi ce que tu as préféré du coup? C'est quoi que j'appelle que tu as préféré dans les métiers de l'immobilier, vu que tu as tout fait? Mais écoute, franchement, c'est la variété, pour être sincère avec toi. Si tu veux, chaque fois que j'exerçais une activité, c'est un peu mon caractère, je m'ennuie assez vite. J'ai toujours envie de changement, et ce qui m'a nourri, c'est le changement avant tout. Alors maintenant, si je dois prendre une activité que j'ai préférée, c'est peut-être l'activité la plus compliquée, justement, qui réunit l'ensemble de ces savoirs, qui est le pilotage de promotion immobilière. Voilà, j'ai créé ma société avec Nef à l'époque de promotion immobilière. Et voilà, on a construit passablement de bâtiments sur le canton de Genève, Vaud, Neuchâtel. Il n'y a que le Valais, finalement, où j'ai pas sévi. Comme d'hab. Oui, comme d'hab. Mais c'est très complet comme métier, très complet, très complexe, donc très intéressant. Ouais, ça, j'ai bien aimé. J'aime toujours clair. Parce que j'ai gardé ma boîte de promotion aujourd'hui encore. Ouais. Je suis ce que j'appelle un facilitateur, c'est-à-dire que j'ai passablement de gens qui viennent me rencontrer, qui ont des terrains, qui ont besoin de conseils. Et finalement, je trouve des solutions. Ça peut être des financements partiels, ça peut être des financements complets, ça peut être des achats, ça peut être de l'accompagnement. Bref, l'idée, c'est de permettre à ces propriétaires fonciers de réaliser leur patrimoine. Ah, ok, voilà. Je suis un conseiller. Et du coup, dans la construction, c'était dans les projets de promotion, c'était quel type de projet principalement? Commercial, résidentiel, alors, industriel? Résidentiel, j'ai jamais construit il y avait quand même parfois des bureaux, mais j'entends soit des immeubles mixtes, on entend par immeuble mixte, tu le sais, mais peut-être pour les autres, des immeubles qui comportent des appartements et du commercial, mais principalement c'était de la PPE à vendre. Ok, d'accord, ouais.
Magnifique. Et du coup, maintenant que tu es tombé dans l'USPI Formation vraiment, et que tu retransmets, explique-nous peut-être rapidement la structure de l'USPI, parce que tout le monde connaît l'USPI, mais tout le monde ne sait pas comment c'est structuré entre les différents cantons et puis l'USPI Formation. Alors oui, c'est relativement simple finalement. Peut-être préciser USPI, parce que toi tu dis USPI, parce que tu es aussi tombé dedans, mais peut-être pour les autres. Donc USPI veut dire Union Suisse des professionnels de l'immobilier. L'USPI regroupe 400 agences immobilières, à peu près, 400 membres. Et après, finalement, ces 400 membres gèrent à eux seuls environ 80% du marché. C'est vraiment pour donner une proportion de ce qu'est l'USPI. Hein. C'est très présent sur le marché. Alors, en termes d'organisation, on a ce qu'on appelle l'USPI suisse. Alors, c'est un peu prétentieux parce que l'USPI suisse n'a de Suisse que le nom. En réalité, l'USPI est romande. On a, si tu veux, l'USPI suisse qui regroupe les USPI cantonaux que sont USPI Genève, USPI Vaud, USPI Neuchâtel, Jura, USPI Fribourg, Valais, je crois que j'ai déjà dit ou pas, je ne sais plus, bref, USPI Valais. Il faut savoir que ces USPI cantonaux sont complètement indépendants. En réalité, ils ne dépendent pas de l'USPI suisse. Chaque USPI cantonal a son propre président, a ses propres statuts, a son propre financement. Hein, parce qu'on veut garder cette indépendance territoriale. Pourquoi ? Parce que simplement, les problèmes ne sont pas les mêmes. Le marché n'est pas le même. Je dirais, le tissu économique n'est pas le même d'un canton à l'autre. Je te prends par exemple Genève. Et puis je te prends l'inverse, l'extrême inverse, les Valaisans. Ben voilà, on n'a pas le même tissu économique, tu le sais. Hein, à Genève, on a environ 70-80% de locataires, quelque chose comme ça. Alors que dans le canton de Vaud, c'est à peu près l'inverse. Hein, on doit avoir 60% de propriétaires à peu près. Et donc, comme on sait qu'au niveau cantonal, c'est la population qui vote, évidemment, on a une population de locataires forte à Genève qui va voter des lois et on a une population de propriétaires forte en Valais qui va voter d'autres lois. Ouais. Et on voit qu'évidemment, les problèmes sont très différents d'un canton à l'autre. Donc, encore une fois, les USPI cantonaux vont faire face à des approches adaptées. Voilà, donc raison pour laquelle on a cette indépendance. Mais je continue mon petit tableau, si je ne suis pas trop long. Donc, on a nos USPI cantonaux et puis qui dépend de l'USPI suisse. On a maintenant encore 3 entités. C'est la CEI, que tu connais certainement très bien, qui est la chambre d'experts en immobilier, première chose. Et puis, on en a une autre, j'espère que tu en fais partie, c'est l'ARCID. L'ARCID, c'est rien d'autre que l'association des anciens élèves. C'est les alumni des brevetés fédéraux. Donc, je dirais en termes de réseau, c'est déjà très important pour tous les brevetés qui ont un brevet de courtier, d'expert ou de gérant. Donc, l'ARCID, t'en fais partie ? Non, mais alors, il faut que je suis désolé. il faut que je postule à la CEI et à la... oui, on t'attend à l'USPI, on t'attend à l'ARCID, on t'attend à la CEI. Et puis, finalement, on en vient à l'USPI Formation. Si tu veux, l'USPI Formation est l'école des professionnels. C'est vraiment chapeauté par l'USPI suisse. Notre école est une ASSOS. À but non lucratif, on n'est pas là pour faire de l'argent. On est mandaté, si tu veux, par nos 400 membres, donc c'est l'ensemble du tissu économique immobilier qui nous dit « vous devez former la relève, vous devez former nos équipes ». Et c'est vraiment notre objectif premier que de former, encore une fois. On a énormément d'élèves qui passent aujourd'hui par nos salles de classe pour intégrer le monde de l'immobilier. C'est 2300 personnes par année qui viennent se former chez nous. Ouais. Ah ouais, quand même. Et donc l'USPI Formation, c'est le même... l'USPI Formation, c'est roman. C'est la même chose pour tout le monde. Alors, au début, quand on a repris l'école en 2015, l'USPI Formation œuvrait quasiment uniquement sur le canton de Vaud. Oui. Et puis nos membres nous ont dit, les Vaudois, les Valaisans, les Fribourgeois, et puis attendez, et puis nous, finalement, venez un peu chez nous. Hein. Et les Valaisans disaient, ouais, on ne veut pas traverser le tunnel pour venir chez vous, venez chez nous. Donc on a très vite, si tu veux, élargi notre zone géographique pour aller, si tu veux, à la rencontre de nos régies. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on va enseigner sur Vaud, on va enseigner sur Fribourg, sur le Valais, sur Neuch. Donc vraiment, on est très proche maintenant du tissu local. Ouais. Il y a une particularité qui est une particularité genevoise. Les Genevois ont historiquement leur propre école qui s'appelle l'APGCI.
Ils font, je dirais, au niveau de la base, les mêmes formations que nous, mais finalement sont assez différents. Voilà, donc je dirais que c'est le particularisme au niveau de la formation, c'est le particularisme genevois. Et ça n'a rien à voir avec l'USPI? Non. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Ben voilà, tu vois, comme quoi ça sert à quelque chose. C'est clair. J'ai entendu parler de l'IEI. Alors oui, l'Institut d'études immobilières, c'est encore autre chose. Donc là, on est au niveau universitaire. Ça aussi, ça a été créé par les Genevois. Oui, tu as raison. Ok, ouais, c'est marrant. Parfait, d'ailleurs, j'ai fait Immobase en Valais, moi. Ben voilà. Immobase en Valais. Belle ambiance. Exactement. T'as eu droit à la planchette à l'apéro. Et absolument. et puis maintenant, je fais le brevet fédéral à l'USPI, donc de gérance d'immeubles. Et du coup, par rapport à ça, qu'est-ce qu'il y a comme formation exactement donc à l'USPI? C'est pour qui l'USPI? Alors, il faut déjà être dans l'immobilier? Ou bien quelqu'un qui veut commencer dans l'immobilier? C'est très large, j'espère que tout le monde aura la patience, mais c'est très large, c'est très varié. Pourquoi? Parce qu'on a voulu absolument s'adapter aux besoins de tous. Tu es d'accord avec moi qu'on est tous différents? On est tous un peu différents. On est tous un peu différents, donc les besoins ne sont pas forcément les mêmes. Si tu veux, on a une partie qui est plutôt adressée à des gens qui sont déjà dans le domaine de l'immobilier. Je dirais c'est un premier chapitre, si tu veux. Et puis une autre partie qui va accompagner des gens qui veulent rejoindre le monde de l'immobilier. Alors, les portes d'entrée, si tu veux, pour tous ceux qui veulent demain se lancer dans l'immobilier, il y en a quelques-unes. Je dirais la principale, je vais recommencer, je rembobine un peu. Au début, on a créé une séance d'information qui s'appelle ImmoBref. Ça porte bien son nom. J'étais allé même, je crois. Voilà, ImmoBref, d'abord c'est chouette. C'est en général en soirée, ça commence vers 18h. C'est gratuit, extraordinaire. Ouais. Et en fait, c'est une belle séance d'information qui est donnée à des gens qui veulent comprendre finalement quels sont les chemins. Cette soirée d'information est scindée, je dirais, en 3 tiers-temps. Il y a un premier tiers-temps où on va expliquer un peu ce que c'est que les métiers de l'immobilier, parce que tu sais que pour un novice, chacun se fait son film sur l'immobilier. Chacun a son expérience, son cousin, son copain, j'ai entendu que. Et l'idée, c'est de mettre un peu tout le monde d'accord. C'est quoi l'immobilier? C'est quoi les différents métiers de l'immobilier? Quoi c'est composé? Donc ça, c'est vraiment cette première partie où on va aborder, encore une fois, l'APP, la gérance, le courtage, les diverses structures. Et puis après, on a une deuxième partie où on va parler de toute la constellation qui gravite autour de ce monde, et surtout, on va présenter les chemins qu'on offre aux personnes qui veulent intégrer cette famille. Ça, je dirais, c'est le deuxième tiers-temps. Et puis le troisième tiers-temps, c'est le plus sympa, c'est le tiers-temps apéro. Donc, je me rappelle de ça. Voilà, donc finalement, on finit tous autour d'un grand buffet. Quoi, grand buffet, on ne mange pas du caviar, mais j'entends, il y a 2-3 cacahuètes chips, il y a du chasselas et du fondant, il n'y a pas de jaloux. Et puis là, j'entends que les gens ont des questions très personnelles, finalement. Et moi, dans mon cas, qu'est-ce que je peux faire? Donc l'idée de cet apéritif, c'est finalement que des gens qui n'auraient pas posé une question lors de la réunion puissent venir ad personam parler et se renseigner. Voilà, donc ça, je dirais, c'est cette séance d'information. Après, je dirais le minimum syndical demandé par nos membres, nos régies, toutes les régies disent, moi, mon collaborateur, il doit connaître la base. Il doit connaître la base, c'est ça. Et quel qu'il soit gérant chez moi, qu'il soit comptable, qu'il soit au RH, qu'il soit au marketing, je veux qu'il ait la base. Et puis quand on leur a demandé, mais finalement, à quel niveau vous entendez mettre à quel niveau de connaissance la base doit être, ils ont dit assez haut quand même. Parce que le métier est complexe. Ouais, bien sûr. Donc on a fait un ImmoBase, si tu veux, qui va loin, qui va très loin. Ceux qui obtiennent un certificat ImmoBase, c'est pas une médaille en chocolat, c'est pas donné à l'entrée, c'est difficile. Et le problème qu'on rencontrait, c'est que dans ces classes, on avait des personnes envoyées par les régies qui avaient déjà de l'expérience, et on avait des novices qui voulaient se lancer. Et il se passait quoi? On se retrouvait avec 2 niveaux et puis un taux d'échec qui n'était pas acceptable. Et nous, notre objectif, c'est pas l'échec. Notre objectif, c'est la réussite des gens qui viennent nous rencontrer. Donc on dit, on doit faire quelque chose. Et déjà, le seul moyen qu'on a réussi à trouver, c'est de dire, mais écoutez, messieurs qui n'avaient jamais fait d'immobilier, on va vous donner 3 jours de plus. Donc en fait, c'est ce qu'on a appelé ImmoStart Plus, c'est ces fameux 3 jours de plus. Ah, ok. Ouais, où finalement, ces gens viennent
et ils font 3 jours de formation où on va leur apprendre le langage. Si tu veux, dans l'immobilier, si je peux me permettre, on parle un peu chinois. On a un langage qui on se comprend avec nos mots. Imagine-toi que pour un novice, c'est pas évident de comprendre. Donc l'idée, c'est de leur apprendre notre langage pour que, quand ils intégreront par la suite la formation ImoBase, ils soient à niveau. Voilà, ils soient à niveau, ils ne soient pas largués en classe et surtout qu'ils réussissent. Et grâce à ça, on a atteint aujourd'hui un taux de réussite, qu'est-ce que je vais te dire, entre 70 et 80% de taux de réussite, ce qui est un bon objectif qui était bien atteint. Voilà, bon. Donc ImoStart est arrivé après. On a créé ImoStart après. Alors, je l'explique souvent comme ça, c'est que finalement, comme ça, je te donne 2-3 images. ImoStart, pour moi, c'est un peu l'école primaire. ImoStart, si tu veux, pendant cette formation, on va vraiment aborder tous les domaines. On va parler du marché, on va parler de la PP, on va parler du courtage, on va parler de la comptabilité, on va parler de l'expertise, on va parler vraiment de tous les métiers, mais on a un seul prof. C'est ce que j'appelle le prof de l'école primaire. Rappelle-toi, à l'école primaire, tu y es allé, je pense. Bien sûr. Rappelle, on avait un seul prof pour toutes les matières. Alors, on n'allait pas très loin, mais on avait le même prof. Et l'avantage de ça, si tu veux, c'est qu'on crée des liens entre les matières. Toi qui fais ton brevet de gérant, qui a fait ton brevet d'expert, tu vois à quel point, finalement, toutes ces matières sont interconnectées. Bien sûr. Et à un moment donné, avoir un prof unique qui crée des liens entre les matières permet, je pense, à l'apprenant de se créer ce monde qu'il doit comprendre, ce langage qu'il doit comprendre. Il fait le verbe, le nom, le complément d'objet direct, bref, il arrive à faire des phrases. Et après, quand cet élève-là, après ces 3 jours, passe à ImoBase, alors là, on rentre au collège. J'aime bien mon image, on rentre au collège. Pourquoi ? Parce qu'on a un prof par matière, du coup. Et là, c'est plus hermétique entre les matières. On va se retrouver avec le responsable du registre foncier qui va exposer toutes les problématiques liées au registre foncier. On a un comptable, on a un expert, on a un courtier, on a un administrateur de PP, bref, des spécialistes métiers. Donc ça va être encore une fois plus hermétique. On va aller beaucoup plus loin dans la matière. Et après, comme je te l'ai dit, les collaborateurs, que j'appelle les apprenants, sortent avec leur certificat ImoBase. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu veux aller postuler dans une agence immobilière ou chez un professionnel, c'est la référence. C'est la référence. Pourquoi ? Parce que ce certificat est le certificat de l'école de ton futur employeur. On est mandaté par Nef, on est mandaté par SPG, on est mandaté par Ritz, par Brolier, par qui tu voudras. On est leur école. Bien sûr. Voilà. Donc ça veut dire que quelqu'un qui veut commencer dans l'immobilier, parce qu'on pose souvent la question, qui veut commencer à travailler dans l'immobilier, il doit commencer par ImoStart plus. S'il n'a pas de connaissances du tout, c'est recommandé. Exactement. Disons. Et puis ensuite, après, il peut faire ImoBase, mais... Et il peut pas, il doit. Il doit faire ImoBase, ça n'a pas de sens. Sinon, j'entends, tu arrives chez un employeur, tu dis « Ouais, salut, j'ai fait ImoStart ». C'est comme toi, tu as fait l'école primaire et puis tu vas... C'est ce que j'allais dire. Voilà. Donc, non, ImoBase, c'est le minimum syndical. D'accord. Donc, il doit faire ImoBase, mais pour faire ImoBase, il n'est pas obligé de travailler dans une régie déjà ? Non. Ok, donc dans ImoBase, il y a à la fois des personnes qui sont envoyées d'une régie, qui sont déjà actifs, et à la fois des gens qui sont... Exact. Et ce qui est chouette, c'est pour ça que je trouve que c'est puissant à 2 termes. En termes de connaissances, c'est une bonne chose. Mais et je t'apprendrai rien en disant ça. Tu es d'accord que l'immobilier, c'est une petite famille. Tout le monde connaît. Tout le monde connaît tout le monde. Je me suis rendu compte de ça au Rent. Ben oui. Salut, tu vas bien, je t'appelle, etc. Bref, tout le monde connaît tout le monde. Et le réseau est primordial. Et c'est vrai que pour moi, et d'ailleurs je le dis aux apprenants d'ImoStart, messieurs, commencez tout de suite. Commencez, faites-vous des groupes WhatsApp, échangez vos coordonnées parce que vous allez, c'est pas peut-être, vous allez vous recroiser. Donc évidemment, ces 2 formations permettent déjà à ces futurs professionnels de l'immobilier de constituer leur réseau. Et c'est primordial. Toi, encore en tant que courtier, c'est encore autre chose. Toi, c'est primordial, c'est vital pour toi. Mais c'est vrai pour tous les métiers, finalement, liés à l'immobilier. Ouais, bien sûr. Ok. Et du coup, après ImoStart, on a fini ImoStart, on commence dans une régie. Alors, d'ailleurs, à la fin... ImoBase, pardon. Après ImoBase. Ouais. D'ailleurs, quand on finit ImoBase, là, ça permet, du coup, ça ouvre les portes à tous les métiers de l'immobilier, grosso modo. ImoBase, c'est vraiment généraliste. Ouais. Alors, comme son nom l'indique, c'est général. Il ne faut pas croire, encore une fois... Et c'est ce qui fait sa beauté. Notre métier est très complexe. On a un métier compliqué, complexe. On connaît les enjeux financiers qu'il y a derrière. Donc, il ne faut pas croire qu'avec un ImoBase, tu vas ressortir champion du monde, à reprendre des responsabilités. Non. Et d'ailleurs, ce ne serait pas un cadeau qu'on ferait aux collaborateurs. Bien sûr. Il y a trop de risques. Ils dormiraient mal la nuit. Ce qu'il faut, c'est rentrer dans une agence, oui, mais je dirais en qualité d'assistant.
Ça peut être assistant PP, ça peut être assistant courtage, ça peut être assistant gérance, comptable, bref. Mais je crois que c'est très important de commencer sa carrière. C'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai commencé chez Nef, je faisais de la saisie au service administratif. J'ai commencé tout en bas de l'échelle, mais tant mieux. Ça m'a permis de construire les bases. Donc, je dirais, on a construit les bases au niveau théorique avec Immobase. Après, les gens doivent construire leurs bases au niveau pratique. Bien sûr. Et rien de tel, finalement, que d'avoir un mentor, que d'avoir un gérant que tu pourras observer pendant quelques temps pour former encore une fois tes connaissances pratiques. Ouais. Voilà. Donc après, oui, ça ouvre des portes. Je veux pas dire à ceux qui nous écoutent, oui, faites Immobase, vous aurez un job. C'est comme faites l'Uni, vous aurez un job. J'entends, après, il y a une question de rencontre, il y a une question d'alignement de planète, et puis voilà, j'ai des gens qui ont trouvé un job après Immostart, j'ai des gens qui ont trouvé un job sans rien avoir fait, puis j'en ai d'autres qui ont trouvé un job après Immobase, ou d'autres après une formation de perfectionnement. Tout est vrai. Mais au moins, quand tu arrives à un entretien d'embauche, t'as pas l'air le mot est un peu dur, mais t'as pas l'air d'un clown. C'est-à-dire que tu arrives, tu parles la langue. Tu comprends le langage, et quand tu as en face de toi le gérant ou les RH qui discutent, tu as un langage qui est différent. Parce que tu dis, attendez, mais votre structure, elle est comme ça, et puis votre service de gérance, il fait quoi? J'entends, tu peux poser des questions qui sont construites. Voilà, donc ça change beaucoup quand même. Ouais. Bon, ça montre à l'employeur aussi que tu es quand même vraiment intéressé. Si tu as fait Immobase, parce que voilà, c'est quand même, alors, tu t'es formé pendant, ça dure 3 mois, Immobase, c'est juste. Alors, Immobase, c'est 11 jours de formation. Voilà, c'est 11 jours de formation. Ce qu'on a fait, parce que comme on est tous différents, on en a parlé avant, on a, au niveau calendaire, si tu veux, adapté ces 11 jours de manière très différente d'une fois à l'autre. On a des gens qui ne peuvent pas se libérer la journée, on a des gens qui peuvent se libérer la journée, on a des gens qui ont la semaine de libre, etc. Il y a tout pour faire un monde. Donc on a fait des Immobases qui parfois sont un jour par semaine, donc ça fait 11 semaines. On a fait des Immobases spécialités où au mois de juillet-août, on dit OK, on fait 2 cours par semaine, donc c'est évidemment 2 fois moins long. On en a d'autres en samedi et en soirée, donc il y a vraiment de tout, afin, encore une fois, de pouvoir s'adapter aux disponibilités des uns et des autres. Ok, excellent. Et après Immobase, du coup, qu'est-ce qui se passe? Alors, on fait quoi là? Après Immobase, moi, ce que je conseille, c'est ce que je conseille, mais voilà, c'est pas un conseil qu'il faut prendre à la lettre. Idéalement, bien sûr, moi je pense qu'il faut intégrer une structure. Comme je te l'ai dit avant, il faut mettre en pratique. Ça me paraît primordial. Mais j'ai vu d'autres choses. J'ai vu des personnes qui me disent... il s'appelait Jean-François, je me rappelle assez bien de lui. Il a fait Immostart, il a fait Immobase. Il était graphiste, il était imprimeur à la base. Okay. Il dit, je veux changer. Ok, très bien. Il fait Immostart, il fait Immobase. Il voulait faire de la technique du bâtiment. Et puis, il ne trouve pas. Après Immobase, il n'a pas trouvé. Puis il a dit, mais moi, de toute façon, je veux faire ça. Il n'y a pas de question. J'ai décidé que la suite de ma vie, ce serait l'immobilier. C'est un choix. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé chez cette personne. Pour ça qu'elle m'a marqué, elle a persévéré. Et c'est un trait de caractère que de ne pas lâcher. Et il a dit, je veux faire ça, donc je m'inscris à IMO Technique 1. En l'occurrence, on en parlera peut-être juste après, c'est les formations de perfectionnement. Alors, je dirais, déjà, en termes d'image, il a montré à ses futurs employeurs, voilà, j'ai de la volonté, je me suis investi, j'y arriverai avec vous ou sans vous, mais j'y arriverai. Et il a réussi. Il a réussi, mais tu vois, là, il ne s'est pas contenté d'Immobase, il était encore plus loin avant. Ouais. Mais encore une fois, il n'y a pas une vérité. Tous les chemins sont bons à partir du moment où la personne est convaincue. Je rajouter peut-être une petite chose. Alors ça, c'est peut-être un peu personnel. Tu sais, moi, j'ai engagé beaucoup de personnel dans ma vie. J'étais patron, donc j'ai engagé beaucoup de gens. J'engage pas du savoir. Ça m'intéresse. Pourquoi ça m'intéresse pas? Le savoir s'acquiert. Regarde-toi, le savoir s'acquiert. Ce qui est intéressant, c'est d'engager des personnalités, parce que ça, tu ne les changeras pas. On est ce qu'on est. On a reçu l'éducation qu'on a reçue, on a le caractère qu'on a. Et c'est vrai qu'engager de la niaque, si tu veux, je ne sais pas si les gens me comprendront, mais quelqu'un qui a de la niaque, on se comprend bien, ça a une vraie valeur. Et le meilleur moyen de montrer que tu as de la niaque, c'est d'y aller. T'attends pas qu'on vienne t'amener quelque chose, tu vas le prendre. Ouais. Et celui qui se donne... Je te raconte une petite anecdote. Une fois, je cherchais un gérant. J'étais patron d'une petite agence à Nyon. Et j'ai un gars qui m'a intrigué avec son CV. Il n'avait jamais fait d'immobilier, mais il s'était lancé dans le brevet. Il est fou.
Et c'était un grand gars qui était tout fin, qui était très grand, il faisait 2 mètres, tout maigre. Puis je dis, mais vous faites quoi? Vous êtes lancé dans le brevet, vous n'avez pas d'expérience. Je dis, mais monsieur Perrault, je veux faire de l'immobilier, je ferai ça, c'est ma vie. Donc, avec vous, sans vous, je vais réussir mon brevet et je ferai ça. Je l'ai engagé. Mais oui, parce que c'est les profils que tu as envie d'engager. Parce que c'est pas son savoir qui m'a intéressé, tu es d'accord? C'est son comportement. Voilà, donc ce que je veux dire par là, je pense qu'aujourd'hui, l'immobilier est ouvert à tout le monde, il est extrêmement varié. Mais c'est comme tout, il faut juste être sûr que c'est votre voie. Tu sais, je parle peut-être un peu trop, mais personne n'est bon ou mauvais. Ça n'existe pas de dire lui il est bon, lui il est mauvais. Dès qu'on est dans sa voie et dès qu'on a des certitudes qu'on se bat pour quelque chose qu'on aime, on devient bon. Alors, si je reste aux gens d'être certains qui veulent faire de l'immobilier, et ImoBref sert à ça, justement. On va vraiment les informer pour dire « je veux faire ça ». Et quand tu veux quelque chose, tu es d'accord avec moi que tu te donnes les moyens. Voilà. Tu veux vraiment, ouais. Mais oui, mais c'est comme toi avec ton émission, tu te donnes les moyens, tu adores ça et ça se sent et c'est pour ça que ça marche. C'est vrai pour tout ce que je te raconte là, tu es d'accord? Ouais, c'est clair. Voilà, c'est clair. Pardon. Alors, on était resté à Immobase. C'était très bien, exact. Puis après Immobase, il y a les cours de perfectionnement que vous proposez du coup. Et là c'est vraiment Immobase, on sort de la base généraliste et on va se perfectionner dans un des métiers de l'immobilier parce qu'on sait il y en a tout plein, plein de domaines différents. Ouais. C'est juste. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est de dire qu'à un moment donné, après Immobase, les gens ont trouvé leur voie. Ils auront leur appétence pour l'expertise, pour du courtage, pour de la PP. Donc là, on va aller se perfectionner. Alors, je peux te les nommer, mais bon, tu vois ça sur le site, t'as qu'à les regarder, c'est vachement bien fait. On a la PP, quoi. Les grands métiers. Si je prends les grands métiers, je les descends comme ça. On a évidemment, je dirais, le métier le plus répandu, quoi. Si je prends une agence immobilière, si tu veux, son activité principale, ça reste quand même la gérance. Ouais. Une régie lambda, environ 70% de son activité, c'est la gérance. Okay. Après, il y a plein d'exceptions pour confirmer la règle. Tu auras des boîtes spécialisées dans le courtage qui feront que ça, c'est vrai. Mais si je prends une agence lambda, c'est tous les métiers, gérance 70%, courtage 20%. Grosso modo. Okay. 70 plus 20, tu l'auras compris, ça fait 90, il manque un petit 10. Mais on en reparlera après si tu veux. Mais voilà, donc si tu veux, on a la gérance qui est la plus grande porte d'entrée. Si demain, quelqu'un veut intégrer le monde de l'immobilier, c'est ce que je dis tout le temps, commencer par la gérance. Parce que, 1, c'est très formateur. 2, même si tu es courtier, c'est quand même bien de comprendre la gérance, à mon sens. Ouais. Et puis 3, c'est la plus grande porte d'entrée. C'est là où il y a le plus de demandes de la part de nos agences immobilières. C'est là où il manque le plus de monde? Ouais. Ah ouais? Ok. Ouais. C'est facile d'en trouver des personnes intéressées par la gérance? Écoute, au brevet de gérant, en tout cas, on est beaucoup plus qu'au brevet d'expert. Il y a beaucoup plus de gérants, c'est ce que je te dis. C'est un marché beaucoup plus vaste. Ouais, bien sûr. Je te rappelle que, imagine-toi, 400 membres qui gèrent à eux 80% du marché immobilier locatif. Ça fait du monde. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Donc, et puis, bon, ça bouge. Ça bouge. On connaît aujourd'hui la jeunesse et qui a bien raison d'ailleurs, qui bouge beaucoup. On voit que les gens restent en poste, allez, qu'est-ce que je vais te dire, entre 5 et 7 ans à peu près. Donc voilà, ça bouge. Et puis on a beaucoup construit. On en reparlera peut-être après. Donc on a beaucoup construit aujourd'hui. Moi j'ai connu les 30 glorieuses de 1900. On a eu une grosse crise immobilière en 94 à 97. Ça t'a pas connu, t'es trop jeune, mais c'était terrible. Ouais. Et puis on est parti comme en 40, en 98 à peu près, jusqu'à maintenant. C'est ce que j'appelle mes 30 glorieuses. Ouais. On verra ce qui se passe demain. Okay, je reviens peut-être à mes formations de perfectionnement. Bien sûr, ouais. Ça te va? Bien sûr. Donc, si tu veux, voilà, on a donc des formations par activité. Donc, on a Immobail, tu comprends, ça va s'adresser au gérant dit administratif. C'est le gérant qui est un peu le gardien du temple, qui va s'occuper d'établissement des baux, des sélections des locataires. Bref, c'est le gérant en chef, si tu veux, du parc immobilier qui lui est confié. On a Immo technique. Donc on a souvent des régies qui vont spécialiser les gens. Toi, tu es gérant administratif, gérant, et toi, tu es plutôt gérant technique. Et donc le gérant technique, tu l'auras compris, va se spécialiser dans la DT, donc direction de travaux, dans la rénovation, dans l'entretien d'immeubles, etc. On a après Immo PP, propriété par étage. Là aussi, c'est un autre métier. Où on va former des administrateurs de copropriété.
On a une nouvelle formation. On a une formation qui est très pointue, qui pourrait t'intéresser d'ailleurs, qui est Imo Capital. J'ai hésité à m'inscrire. Tu as hésité dans Imo Capital. Alors c'est très pointu, ça va très loin. On s'est associé avec Coptis, qui est l'association donc, des fonds de placement immobilier, parce que le tissu économique a beaucoup changé ces 20 dernières années avec des caisses de pension et des fonds de placement immobilier. Voilà, donc notre clientèle a changé. Si tu veux, avant, on avait une clientèle qui était principalement, quand j'ai commencé, 80% de mes clients, c'était des clients privés. Pierre-Paul Jacques. Aujourd'hui, si tu regardes le marché devant toi, les propriétaires sont des propriétaires institutionnels. Alors, je t'explique peut-être, c'est des banques, des assurances, des fonds de placement, des caisses de pension. Et évidemment, les attentes de ces clients-là sont complètement différentes d'un client privé. Et on doit les comprendre. Si tu veux servir un client, tu dois comprendre ses attentes, évidemment. Et donc, on a fait Imo Capital pour ça. Donc ça, c'est une formation vraiment en tant que telle. On peut presque la prendre un peu à part. Ok. Mais ça, c'est destiné aux gérants d'immeubles qui gèrent des immeubles pour des... Après, c'est encore une fois personnel. Les régies vont plutôt envoyer un cadre. Ils vont plutôt envoyer un cadre, un responsable d'un service de gérance. Moi, personnellement, j'estime qu'on n'est jamais trop bien formé. Donc, si tu as un gérant qui gère un parc pour un client institutionnel, je sens que la moindre des choses, c'est de comprendre ses attentes et de comprendre ses problèmes. J'entends, tu dois te mettre dans la peau de ton client. Donc, je dirais oui, un gérant de portefeuille institutionnel, à mon sens, devrait le faire, oui. Mais pas forcément tout de suite. D'accord. Voilà. Donc, je t'ai parlé d'Imo PP, d'Imo Bail, d'Imo Technique. Ouais. Donc, d'Imo Capital. Tiens, je lance je ne vais peut-être pas le dire parce que je vais me faire tuer. On est en train de lancer une nouvelle formation parce qu'il y a une forte demande. C'est Imo Promotion. On va l'appeler Imo Développeur. Okay. Ouais, on est en train de lancer ça à la fin de l'année parce qu'on a pas simplement de propriétaires fonciers qui veulent comprendre. Qui veulent comprendre. Je ne dis pas qu'ils veulent piloter eux-mêmes, mais ils veulent comprendre ce qu'est la promotion. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Donc ça, c'est pas destiné uniquement à ceux qui veulent faire de la promotion. Ça peut être des propriétaires fonciers qui s'intéressent juste à savoir comment ça fonctionne. Mais voilà, je ne sais pas si vous le voyez, tu vois, on a notre Imo Bail, notre Imo Capital, et courtage, évidemment, Imo Courtage 1 et 2. Pour les courtiers, tu l'auras compris, PP technique. Et puis, on a aussi créé à la demande de nos membres, et c'est nouveau, ça a commencé l'année passée, c'est Imo Compta. Parce qu'il faut bien penser que dans un service de gérance, on a 3 métiers. On a l'administratif, le droit du bail, on a la technique et on a la comptabilité immobilière. Donc c'est vraiment 3 métiers. Alors des fois, on a des gérants qu'on appelle des gérants 360 ou des gérants universels qui font le tout. Il y a des régies qui sont structurées comme ça, puis on a des régies qui disent non, moi je spécialise les gens parce que finalement, un techno, il sera très heureux si on n'embête pas avec la compta. Ouais. Voilà, donc on a ces 2 structures qui existent. Okay. Mais la compta, il manquait cette formation, justement pour revenir là-dessus, et on l'a créée maintenant aussi, et ça va très loin. Maintenant, tu auras remarqué qu'on a des niveaux 1 et 2, pourquoi ? Dans chaque formation. C'est une bonne question, ça. Hein. Parce qu'il n'y a pas besoin de... Quelqu'un qui connaît déjà, il doit aller direct au 2 alors c'est vrai que les conditions d'entrée changent pour le 1 ou le 2. Mais l'idée n'était pas là. Si tu veux, et tu l'as fait, tu as fait ton brevet fédéral d'expert, tu es d'accord ? Et là, en ce moment, tu fais ton brevet fédéral de gérant. Juste, tu es d'accord que dans le cas de ton brevet fédéral de gérant, la formation que tu reçois aujourd'hui est très large. Tu vas toucher tous les domaines. Tu vas faire un peu de RH, tu vas faire un peu de compta, tu vas faire un peu de marketing, tu vas faire un peu de gérance, tu vas toucher tous les métiers. On est d'accord avec ça ? Oui. Nous, on a des techniciens qui sont gérants techniques qui disent « Je voudrais aller au niveau du brevet, mais que dans la technique. » C'est ça qui m'intéresse. Ouais. Parce que j'ai pas envie d'apprendre les RH. Ça m'intéresse pas. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis ici en place l'IMO Technique 2. Et dans le cadre de l'IMO Technique 2, on a repris les directives. Je veux dire peut-être ce que c'est. La CSEI, c'est l'organisme qui organise les examens. Et si tu veux, on a décidé de monter un IMO Technique 2 au niveau du brevet, mais uniquement dans le domaine technique. Comme ça, c'est ça l'idée, c'est d'offrir de la souplesse à nos apprenants, d'écouter, voilà, tu veux aller aussi loin, tu peux, et tu n'as pas besoin de faire ce que tu n'aimes pas faire. Okay. Maintenant, si tu veux faire le brevet, j'entends, il n'y a pas de souci, comme toi, tu fais le brevet. Bien sûr. Mais le brevet reste généraliste. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Ok.
Voilà, comme ça, je t'explique le 1 et le 2. Exactement. Et à la fin de tout ça, quand on a fait Imobase, on s'est spécialisé, on peut faire le brevet. Quoi qu'on peut faire le brevet avant de se spécialiser. Alors, t'as vu, il y a eu de tout. Je t'ai raconté ce gars qui est venu me voir, qui n'avait jamais fait d'immobilier, qui s'est inscrit au brevet et puis qui l'a réussi. OK. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que pour te présenter aux examens, on va te demander 3 ans d'expérience au moment de l'examen. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on sait que la formation dure 1 an et demi, tu es bien placé pour le savoir, ça voudrait dire que très théoriquement, quelqu'un qui n'aurait qu'1 an et demi d'expérience au moment de commencer la formation aurait, à la fin de la formation, ces fameux 3 ans d'expérience et pourrait se présenter aux examens. C'est exactement d'ailleurs ce qu'a fait la personne dont je te parlais avant. Ce que j'ai fait aussi. Mais je trouve que c'est de la folie. Alors, t'es fou. Mais encore une fois, il y a de tout pour faire un monde. Oui, c'est une formation, je suis d'accord avec ça. Ouais. Mais pour moi, le brevet, il est surtout là pour quittancer un savoir. C'est surtout ça. Ouais, et je pense, mais c'est encore une fois que moi qui dis ça, c'est Olivier Perrault qui le dit, je pense qu'idéalement, avoir 5 ans d'expérience au moment de l'examen du brevet est une bonne chose. Voilà. Ouais, nous, on ne cherche pas à donner des formations pour donner des formations, on cherche à aider les gens à réussir. Et je pense que se lancer dans un brevet avec peu d'expérience, on ne court pas après le bon lièvre. Ce n'est pas le but. C'est vraiment, encore une fois, je répète, mais c'est pour asseoir la connaissance qu'on a déjà eue. C'est pour quittancer le savoir. Ouais, ok. Après, il y a des gens comme toi qui disent « moi, je fais le brevet tout de suite. » Ah ouais, moi, j'étais convaincu par l'immobilier, c'est comme ça. Je savais que je voulais faire ça. Mais du coup, pour finaliser toute la partie formation, après, on va changer un peu le sujet. Tout à la fin, quand on a fait ce brevet, on peut faire du coup le diplôme fédéral d'administrateur de biens immobiliers. Juste. Qui est au final le diplôme final. Alors, quel diplôme final au bout alors, à quoi il sert ? Parce que pourquoi il faut le faire et à qui ça s'adresse ? Il faut que je le fasse moi après. Je vais te répondre comme ça, mais je vais te répondre, je ne vais pas dire oui ou non. Ce sera à toi de décider si tu dois le faire ou pas. Je vais t'expliquer surtout à quoi ça sert. Si tu veux, dans le cadre du brevet fédéral, on va te donner tous les outils nécessaires à exercer ton métier. Que tu sois gérant, courtier, expert. Le diplôme va s'adresser à quelqu'un qui va créer son entreprise. Tu crées ta régie immobilière. Donc, tu fais plus que ton métier, tu vas diriger une société avec des collaborateurs qui vont faire ces métiers multiples. Et c'est là où le diplôme devient intéressant, c'est que tu vas gérer une société. Tu vas faire beaucoup plus que de la gérance, d'expertise ou du courtage, tu vas vraiment gérer une régie. Okay. Tu vois la différence ? C'est plus du management. Alors, il y aura cette couche en plus, justement. Ouais. Parce que tu es d'accord qu'après le brevet fédéral de gérant que tu fais en ce moment ou celui d'expert que tu as fait, on ne va plus rien t'apprendre sur l'expertise ou la gérance. C'est bon, tu as fait le tour, tu as tout vu, oui ou non ? On peut toujours apprendre. Oui, on apprendra sur le tas. Vraiment spécialisé là-dedans. D'accord, mais toi, tu auras vu un sacré bout. Ouais. Je ne vois pas très bien ce qu'on va rajouter au diplôme. Ouais, non, bien sûr. Alors, bien sûr qu'on va reprendre, on va aller peut-être un peu plus loin, mais surtout, on va s'axer, ils vont s'axer surtout sur la partie management d'entreprise. Ouais, ok, d'accord. Bon, alors je verrai quand j'aurai terminé le brevet. Vas-y, exerce un peu. il veut tout bouffer, lui. Alors maintenant, si on change un petit peu et on s'oriente plus vers les USPI cantonaux, on voit que vous êtes assez actif dans la protection, la mise en valeur aussi de vos membres, USPI. C'est quoi l'objectif au final de tout ça ? C'est d'éduquer les gens à bien choisir ses professionnels. Là tu es revenu qu'on comprenne bien, on parlait de l'USPI suisse, qui avait ses prérogatives. Alors peut-être juste pour l'USPI suisse quand même, parce qu'il y a aussi un objectif qui est politique. Oui, tout à fait. Notre président à l'USPI suisse, c'est Philippe Nantermo, qui est à Berne, au Conseil national. Qui est valaisan. Il a toutes les qualités. Et donc, bien sûr, on fait du lobbying, on essaie d'influencer, on fait des interpellations au niveau du Conseil fédéral, on peut lancer une initiative ou autre, on peut combattre une autre, on peut imaginer des référendums. On participe à la vie active, politique, pour tenter évidemment de protéger la profession. Ça, c'est au niveau, je dirais, USPI suisse. Maintenant, au niveau cantonal, on fait aussi la même chose. Mais il y a d'autres choses en plus, on va être plus proche du terrain. Pour moi, USPI est un label qualité. N'est pas membre qui veut. C'est pas comme membre d'un club de golf où tu payes ta cotisation puis on te laisse aller au club de golf. C'est pas l'idée. D'abord, on doit montrer patte blanche. Ça veut dire quoi ? On va mettre en place beaucoup de contrôles parce qu'on veut assurer aux clients, aux propriétaires, que leurs
régie, leurs gérants, leurs courtiers, répondent à plusieurs critères. Un, débat bêtement, la déontologie. Donc on a des codes de déontologie que nos membres doivent respecter. Une première chose, ça me paraît une évidence. Hein, voilà. Mais autre chose qui est à mon sens très important, on a mis aussi des contrôles financiers. On a mis en place des contrôles d'état financier. Ça veut dire que tous nos membres doivent transmettre annuellement, et d'ailleurs je dois le faire aussi, toute notre comptabilité à une fiduciaire indépendante qui va contrôler notre solidité financière. Ok. Ouais. Je savais pas ça. Ben oui, parce que tu sais, à Genève, à l'époque, il y avait eu une énorme faillite. T'as pas connu ça, je pense que tu devais être grand comme ça. Bref, c'était la GI, je peux en parler parce qu'elle n'existe plus. Une énorme faillite, ça a été catastrophique pour les clients propriétaires qui ont perdu de l'argent qui était perdu, il n'y avait plus de liquidité. Et ça, une fois, mais pas deux. Et puis on a dit, mais avant qu'on soit régulé, il faut qu'on s'auto-régule. D'où ces ratios. Donc aujourd'hui, encore une fois, je crois ça dépend des cantons, il y a entre 7 et 9 critères financiers qui sont contrôlés chaque année. Et si tu ne réponds pas à ces critères, on te vire. Voilà, donc c'est vraiment à la belle qualité, première chose. Autre chose, et Genève a été très loin, beaucoup plus loin que nous. Ils ont mis en place aussi des ratios formation. C'est-à-dire qu'on veut s'assurer que nos membres forment leurs collaborateurs. Voilà, on n'est pas... on veut s'assurer que nos collaborateurs aient fait des formations. Donc il y a vraiment aussi un ratio à respecter entre, si tu veux, ton nombre de collaborateurs total et le nombre de jours de formation que tu payes à tes collaborateurs. Et puis, il y a un autre label, mais qui est aussi purement Genevois, qui est le label vert. Et je trouve qu'ils ont bien vu, c'est de s'assurer qu'on a une responsabilité sociale. Il faut pas arrêter de croire qu'on bétonne le paysage. On a, je ne sais pas si tu as des enfants, mais en tout cas, moi, j'en ai. On a une responsabilité sociale et on doit faire attention à... parce qu'on peut faire quelque chose, on peut vraiment faire quelque chose. Bref, je reviens à ce label vert, c'est qu'on doit effectivement arriver à diminuer l'impact énergétique sur les bâtiments. Mais ça, c'était bien avant que toutes ces lois sortent. Aujourd'hui, c'est très à la mode, mais nous, on n'a pas attendu ça. Hein. Moi, j'ai commencé à travailler là-dessus en 2005 déjà, quand j'étais chez Neve, c'était mon cheval de bataille. Mettre du mazout vert, moins consommer, mieux régler tes chaufferies, isoler tes immeubles, c'était vraiment changer mettre des vannes thermostatiques. J'avais demandé à tous mes gérants techniques de travailler là-dessus. C'est une responsabilité qu'on a. Donc voilà, donc tout ça, je reviens un peu aux esprits cantonaux, on va s'assurer donc financier, on en a parlé, label qualité, tout ce que je parlerai, label vert. Alors ça, label formation, on y travaille aussi maintenant à Luce-Pivot. On voudrait bien pouvoir mettre ça en place. D'ailleurs, par rapport à ça, oui. Est-ce que tu penses est-ce qu'il ne faudrait pas protéger un peu plus les métiers de l'immobilier ? Ah, c'est un grand débat. Est-ce que vous travaillez là-dessus avec l'ISPI ? C'est un grand débat. Parce que moi, ça m'énerve, ça m'en fout, ça. D'ailleurs, je le dis dans beaucoup de vidéos, mais malheureusement, je viens du monde du courtage à la base. Je ne vais pas te donner une opinion, je vais donner le risque des deux approches. Et tu te feras ton opinion. C'est déjà fait. Aujourd'hui, mais écoute peut-être, l'écoute est d'or. Hein. J'écoute. Si tu veux, oui, aujourd'hui, l'immobilier, et tu l'as soulevé, n'est pas un métier protégé. Hein, est courtier qui veut, est gérant qui veut. On voit malheureusement, c'est vrai, trop de courtiers que j'appelle, moi, des montreurs de maison. Hein, des 0,79. Ils n'ont aucune idée. Ils ne savent pas ce que c'est que le registre foncier. Ils n'ont aucune idée de rien, mais je vais être courtier, les gars. Et le pire, c'est que parfois, il y en a qui vendent. Ça ne va pas. Donc ça, je suis complètement d'accord avec toi, ça ne va pas. Mais on voit quand même assez bien que le marché régule assez logiquement. Les mauvais, c'est méchant de dire qu'ils sont mauvais, ils ne sont pas formés, voilà. Ils pourraient être bons, mais il faut qu'ils se forment. Bienvenue d'ailleurs. Donc là, il faut les former et oui, aujourd'hui, c'est très libre. Maintenant, imagine-toi que au niveau fédéral ou au niveau cantonal, on met des lois en place pour réguler, comme il y a en France. C'est bien, c'est vrai que ça pourrait régler des problèmes, mais l'addition, c'est quoi ? C'est une étatisation quand même. C'est qu'à un moment donné, l'État décidera qui peut être courtier, qui ne peut pas être courtier, qui peut être gérant, qui ne peut pas être gérant. Alors, au début, ça commencera plein de bonnes intentions, mais on ne peut pas exclure qu'on se retrouve à étatiser, si tu veux, à légiférer sur qui peut faire quoi et jusqu'à où et comment. Et puis, on est en 2023, en 2030, 2040, 2050, voilà, on se retrouvera je ne sais pas. Je dis, le seul risque, il est là, c'est qu'à un moment donné, nous, on travaille avec, je ne dis pas que les politiciens ne travaillent pas avec du bon sens, mais j'entends on travaille avec le marché, on est proche du terrain.
question, est-ce que c'est une bonne chose de laisser l'État interférer là-dedans? Est-ce que c'est nécessaire, utile? J'ai pas une opinion toute faite, moi, par contre, là-dessus. Je dis simplement que le marché aujourd'hui, oui, il y a quelques canards, on va dire quoi, boiteux, mais j'ai pas vu trop de dommages apportés au métier jusqu'à maintenant. Mais tu as peut-être une opinion un peu différente, je t'écoute, ça c'est toi qui vas parler. Moi je me dis qu'en venant du monde du courtage, c'est vraiment la loi des 80-20, loi de Pareto, c'est que je pense qu'il y a vraiment le 20% des courtiers qui font le 80% du bon travail. Et 80% des courtiers qui font n'importe quoi. Oui. Et ça, c'est terrible. C'est justement parce que c'est pas protégé. Et je me dis aussi que par rapport à ça, c'est vrai que ça deviendrait étatisé, c'est vrai qu'on filtrerait trop les courtiers peut-être, mais je me dis que celui qui a vraiment envie de faire ça et qui est vraiment intéressé par l'immobilier, s'il doit faire un IMO-courtage, il fait un IMO-courtage. Je veux dire, il n'y a pas de 1000 questions à se poser. C'est pas non plus la fin du monde. Donc celui qui est juste intéressé par l'argent, ou par montrer des maisons, ou bien par dire je suis courtier, il faudrait le filtrer. Il faudrait le dégager. Je suis d'accord avec toi sur l'objectif, c'est le chemin pour y parvenir qui peut être dangereux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ton fameux 20%, si c'est le marché qui lui coupe les ailes, parce qu'il n'a pas le label USPI, c'est la fameuse label qualité, puis qui dit ouais, j'ai de la peine à prendre des mandats, parce qu'il y a 80% des courtiers qui ont le label USPI, et puis chaque fois qu'ils montent leur carte de visite, je suis labellisé USPI, c'est eux qui chopent le mandat, pas moi. C'est quelque chose qui devrait le pousser normalement à se former. Donc déjà, c'est une approche pour arriver à ton objectif. Maintenant, si tu mets des lois, la loi, elle pourra parfaitement dire ce que tu viens de dire. Vous devez faire IMO-courtage pour avoir, votre carte courtier. Jusque-là, tout va bien. Mais encore une fois, je répète ce que j'ai dit avant. Si demain, l'État commence à te dire non, mais finalement, on a revu les lois, et pour avoir le label courtier ou la carte courtier, il faut ça, ça, ça et ça. Tu n'auras rien à dire. En fait, c'est plutôt à qui aura la main mise, si tu veux, sur ce qui doit, selon toi ou selon la profession, être obtenu pour pouvoir exercer le métier. Tu perds la main. C'est juste ça que j'essaie de dire. Tu perds la main là-dessus. Maintenant, je ne dis pas que j'ai tort ou raison, je dis juste attention. Ouais, bien sûr. Non, 100% d'accord. D'ailleurs, on parlait avant de la formation. Est-ce que c'est assez facile pour vous, ou bien toi qui es dedans tout le temps, comment est-ce que tu vois la relève là, chez les jeunes qui arrivent? Est-ce que vous arrivez à intéresser les jeunes? Regarde. moi, je fais ça un peu pour ça aussi, mais du coup, est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a suffisamment de monde? Mais vous êtes géniaux, les jeunes. Ah ouais? Oui, parce que... Non, mais heureusement que vous êtes là. Pour moi, je suis un vieux. Moi, je suis un dinosaure de l'immobilier, donc je me crois toujours jeune, mais en réalité, pas du tout. Maintenant, est-ce qu'on a assez de monde? On manque de monde. On manque clairement de collaborateurs. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on a aujourd'hui autant de personnes qui viennent se former chez nous. Pourquoi on a besoin de monde? En réalité, je vais peut-être revenir là-dessus. Le marché a changé. À l'époque, il n'y avait que des régies qui existaient. Alors que je dis à l'époque, moi je me sens vieux, mais je te parle d'il y a 15-20 ans en arrière. Aujourd'hui, on en a parlé avant, on a titrisé la pierre. Il y a ces fonds de placement, ces fonds de placement immobilier, ces caisses de pension qui ont pris l'ampleur, ces clients institutionnels, qui ont intégré la partie agence et régie dans leur structure propre. Et qui continuent aussi à déléguer partiellement le mandat à des régies immobilières. Donc évidemment, aujourd'hui, tu prends Reelstone, tu prends Prosimo, tu connais peut-être ces fonds de placement, et ils emploient du monde, ils ont besoin de collaborateurs. Et évidemment, ça a généré de la demande et des besoins de la part de ces fonds. Donc il y a vraiment un besoin de plus en plus fort. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de mes anciens collaborateurs qui étaient collaborateurs d'une régie, qui aujourd'hui travaillent directement dans le cadre d'un fonds de placement immobilier. Ok. Donc Géants d'Immeubles plutôt. Alors, dans ce cas-là, ils vont s'occuper de contrôler les régies. Il y a comme des nouveaux métiers qui sont nés aussi. Ok, d'accord. Donc, il y a encore assez de jeunes pour, malgré la pénurie de personnel. Il y a assez de jeunes qui se forment. Ou il faut encore plus. Écoute, moi, je vois dans les classes, j'ai de tout, en réalité. J'ai vraiment des gens qui font de la réorientation professionnelle. Et des gens qui se lancent. Tout à fait. Mais il y a vraiment de tout. Et point de vue, cette fois, moi, j'ai rencontré un problème avec ce que je fais sur les réseaux sociaux, le podcast, c'est que j'ai beaucoup de peine à trouver des femmes pour faire ça. Mon audience, c'est à 90% des hommes presque. Bon. Et pourtant, dans la classe du brevet, là, on est 50-50 à peu près.
Ouais. Et du coup, je me dis, est-ce que c'est moi le problème ou est-ce que c'est des émissions qui sont... Non, mais est-ce que moi, je trouve qu'aujourd'hui, franchement, homme-femme, franchement, c'est même pas une question. C'est la compétence. Il faut arrêter de parler homme-femme. Franchement, c'est has-been. Ouais, bien sûr. C'est la compétence qui prime. Aujourd'hui, il y a même, je prendrais rien que le terme de gérant technique. Tu es d'accord qu'aujourd'hui, quand on parle de gérant technique, je sais pas, il y a une image commune. On se dit, c'est plutôt pour les mecs. Faux. Moi, j'ai engagé énormément de gérantes techniques et je peux te dire qu'elles sont super performantes, elles sont hyper respectées, elles sont brillantes. C'est connu, une femme est quand même plus structurée que nous en général. Donc elles sont brillantes. D'ailleurs, si tu prends l'esprit formation, j'ai quasiment... Il y a quelques hommes, mais la majorité, c'est des femmes. Quand j'étais à Nef Lyon, toute mon équipe était féminin. Alors voilà, on va croire que... Mais non, ça n'a rien à voir. C'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est la performance. Voilà. Tout à fait. Donc il y a assez de femmes dans le domaine, alors. Il n'y a pas... Où ça a évolué ou bien? Écoute, je reviens à cet exemple de gérante technique. À l'époque, c'était 100% masculin. À l'époque, c'était 100% masculin. C'est plus vrai aujourd'hui. Ouais, c'est clair. Voilà, j'ai plusieurs... Je ne sais pas s'il y a la parité, il faudrait que je compte sur l'organigramme, mais j'entends, il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions. Bon, tant mieux. Bon, c'est moi le problème. Ça, ouais. Dans les métiers de l'immobilier, alors on sait qu'ils sont très, très divers et variés, mais c'est quoi les compétences les plus importantes à avoir pour quelqu'un qui veut travailler dans l'immobilier? Bon, je reviens avec Maniac, mais ça, c'est vrai partout. C'est un travail très, très relationnel, au final. Tu ne peux pas poser ta question comme ça, si je peux me permettre. Tout à fait. Ça va dépendre du domaine. Si demain, on parle de gérant droit administratif, on va plutôt demander des compétences en termes de droit du bail, capacité à aller en commission de conciliation ou à un tribunal, des notions assez variées au niveau quand même contrôle d'équipe, compétences financières. Un gérant technique, lui, on va dire, tu dois être un débrouillard. Tu es sur le terrain, tous les jours que Dieu fait, tu n'es pas au bureau, on te fait confiance. Toi, le gérant technique, regarde, je te prends l'exemple des gérants techniques, pour moi, c'était très important, ça. Si tu veux, moi, un collaborateur, il doit avoir un esprit entrepreneurial. Moi, j'ai jamais contrôlé mes collaborateurs, ils ont travaillé à l'objectif, ils étaient intéressés à l'objectif comme des patrons. Je vais être je me caricature un peu, je vais me faire tuer sur TikTok. Soit t'es employé, soit t'es entrepreneur. Et moi, j'estime qu'on fonctionne tous mieux en qualité d'entrepreneur. Et je trouve que donner des objectifs aux gens, et puis comme un entrepreneur, une participation au résultat de l'atteinte à l'objectif, c'est juste. Je prends mes gérants techniques. À l'époque, je me rappelle, les gérants techniques faisaient leur job. Ils attendaient que les problèmes arrivent et puis ils les réglaient. C'était très bien. Et je leur avais dit non, vous devez être une force de proposition. Non, vous devez être un entrepreneur. Vous devez aller voir vos clients. Voilà ce que je vous propose. Voilà ma vision dans le cadre de la valorisation de votre parc immobilier à 3 ans, 4 ans, 5 ans. Vous êtes des patrons. Et c'est ça que je demande aux gérants techniques, c'est d'être un patron. Pourquoi? Parce que le gérant technique, il va gérer des équipes. Typiquement, tu es d'accord qu'il va gérer l'électro, le plombier, le parquetteur. Bien sûr. Quand bien même c'est une relation mandataire, ben ça reste des collaborateurs. Tu dois comprendre leur métier, tu dois les motiver. Ils ont des concierges. Les concierges, ça, c'est des employés qu'ils ont. C'est leur... Ouais. Tu vois, c'est super important. Gérer une équipe de concierges, c'est comme gérer une équipe. C'est la même chose. Tu dois les motiver, un objectif, écart à l'objectif, correction d'écart à l'objectif. Bref, c'est des patrons. Et je dirais, voilà, je me demande quelles sont les compétences qu'ils doivent avoir. Moi, je dirais des compétences entrepreneuriales. Et je pense que ça motive de toute façon tout le monde. Après, je prends le courtier. C'est autre chose, le courtier. Le courtier, c'est quoi? Alors, au-delà du fait qu'il doit avoir des compétences, je suis d'accord. Mais c'est un commercial pur. C'est un vendeur. Non, mais le courtier, tu es d'accord qu'il n'est pas courtier du 8h du matin à 17h le soir? Non, tu es courtier le samedi, le dimanche. Tu es courtier à 20h et à 22h. Tu es courtier quand tu fais tes courses à la Migros. Tu es courtier dans le monde, je sais pas moi, du tournoi de pétanque ou je sais pas quoi. Tu es courtier dans l'âme. Donc voilà, ça c'est des compétences commerciales que le courtier doit avoir. Il doit avoir envie de gagner. Le courtier, moi je me rappelle, j'avais des courtières. Elles étaient pourtant très gentilles.
Mais c'était pas tant pour les commissions ou les choses comme ça, c'était la gagne. Ouais. J'ai réussi. J'ai réussi, mon client est content et c'est grâce à moi. Tu vois, c'est un état d'esprit, ça. Ouais, bien sûr. Voilà, donc je dirais, tu vois, c'est ça où je ne peux pas te répondre de manière globale, encore une fois, parce que l'immobilier, c'est le métier au son métier, mais je dirais pour chaque fonction, si tu veux, pour chaque département, ça fait appel à des caractères spécifiques. Ouais, c'est des compétences très Je sais différentes. pas, je réponds à ta question comme ça. Ouais, non, c'est parfait. Okay. Je suis totalement d'accord. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que j'aime aussi l'immobilier, c'est que c'est très varié. Ouais. Et il faut tout pour faire un monde. Hein. D'ailleurs, je vois beaucoup la différence entre les personnes au brevet de gérant, personnes au brevet d'expert. C'est très différent. C'est complètement différent. Donc, on est complètement différents. Mais tu vois, juste pour revenir là-dessus, moi je le dis souvent. Je répète, l'immobilier est un métier au sans métier. C'est impossible de ne pas trouver, quel que soit ton caractère, une activité dans laquelle tu ne pourrais pas te réaliser. Ah, dans l'immobilier ? Ouais, parce qu'il y a de tout. Ouais. J'entends le mec qui ne se réalise pas dans l'immobilier, je sais pas, il lui reste, je sais pas, il peut aller dans un désert ou je sais pas quoi. Parce qu'il y a de tout. Il y a vraiment de quoi satisfaire tous les traits de caractère. Et c'est ça qui est chouette. C'est pour ça que tu es là aussi. C'est pour ça qu'il y a des gens très différents de toi qui s'éclatent, mais dans un autre secteur. Bien sûr, complètement. C'est quoi la vision de l'USPI pour les années à venir ? Court terme, moyen terme, long terme ? Tu ne te rends pas compte le nombre de projets qu'on a, mais là, c'est secret défense. Non, mais je peux pas complètement t'en parler. Alors, l'objectif premier, ça c'est bateau, satisfaire tout le monde, très bien. On a un monde immobilier qui change, on en parlera peut-être après. Si tu veux, aujourd'hui, on a des formations qui sont très focus immobilier pur. Alors que l'immobilier, c'est pas que ça. Il y a compétences humaines et sociales, par exemple. J'entends, c'est bien joli de connaître ton métier, bien joli, mais le mettre en musique, c'est autre chose. Savoir convaincre un client propriétaire, savoir t'exprimer, savoir gérer une équipe. T'as beau être super bon gérant parce que tu as fait 15 ans de gérance, si demain tu ne sais pas gérer une équipe et tu ne sais pas parler à tes clients, à quoi ça sert finalement si tu ne sais pas transmettre. C'est sûr. Donc voilà, on a assez envie aussi de pouvoir accompagner un tout petit peu plus loin maintenant les équipes de dirigeants et les collaborateurs d'agences immobilières là-dessus. Parce qu'on dit, voilà, l'immobilier, ce n'est pas que l'immobilier. On l'a dit avant, c'est aussi savoir le transmettre, c'est savoir le faire comprendre, c'est savoir le partager, savoir gérer des équipes. Donc on est en train aussi de se tourner de ce côté-là. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Oui, tout à fait. Ouais. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que tu penses de l'évolution du marché immobilier avec les PropTech qui arrivent maintenant ? Parce que c'est vrai que l'immobilier, c'est un domaine assez lourd, avec beaucoup d'inertie, qui a peu bougé pendant très longtemps. Joker, non. mais maintenant, il y a beaucoup de nouvelles sociétés qui arrivent. D'ailleurs, moi, j'ai fait un épisode avec Popetit, donc Thibaut Clément, qui est le fondateur. Demain, j'ai un podcast avec Usufly, donc Romain Kirchhoff qui a fondé ça aussi. Voilà, il y a Tayo aussi. Donc, il y a plein de PropTech qui arrivent de tous les côtés maintenant. Ah, c'est génial. Et qu'est-ce que tu en penses de tout ça ? Qui viennent donner un petit coup de pied dans l'immobilier. De l'oxygène. Mais écoute, c'est les Elon Musk de l'immobilier. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Et tant mieux, regarde, je te prends l'exemple d'Elon Musk, comme ça parlera à tout le monde. Les voitures électriques, personne ne voulait en entendre parler. Alors, Audi, on n'en parlait pas, Mercedes, personne. Non, on fait ce qu'on sait bien faire. D'accord ou pas ? Pourtant, il y avait un vrai besoin. Okay. Et puis une demande finalement. Musk, il a dit quoi ? Il a dit, nous, on va faire. Et il se passe quoi aujourd'hui ? Et tout le monde qui se dit, finalement, si on ne fait pas aussi, on risque de perdre. Donc, c'était un coup de pied salutaire dans la fourmilière. J'entends, et c'est comme ça que les choses évoluent. Et maintenant, si je ramène ça à l'immobilier, alors moi, j'y crois depuis toujours, pour être honnête. Il y a plusieurs choses, à mon avis, qui vont changer. D'abord, effectivement, il y a ces PropTech qui arrivent, qui vont faire du bien. Parce que ça va juste pousser les personnes qui ont toujours fait comme ils faisaient à évoluer, à faire différemment, à s'adapter à un marché qui sera nouveau. Le marché va évoluer vite et va évoluer de plus en plus vite. Maintenant, voilà, c'est comme dans tous les mondes, il y a ceux qui s'adapteront et puis il y a les autres. Ceux qui s'adapteront devront juste le faire un peu plus vite et puis être innovants, créatifs. Et ça va nous amener à une évolution intéressante. Maintenant... Est-ce que vous allez devoir adapter d'ailleurs les formations par rapport à ça ? Nous, on va s'adapter. Ça va changer un petit peu aussi, peut-être. Mais regarde, après, je dirais sur la forme.
Je ne sais pas si c'est la réponse, hein. Mais à l'époque, l'USPI, les élèves venaient, s'asseyaient en classe, se posaient leur veste sur la chaise, et puis un petit panneau avec leur nom, et puis etc. Bon. Il y a eu le Covid. Finalement, le Covid, moi j'ai toujours dit, le Covid, ok, c'était terrible, d'accord. Je suis d'accord, c'était un problème de santé important, mais pour moi, ça a été un accélérateur. C'était un accélérateur de remise en question. Tout ce qui était impossible, tout ce que, on peut pas, non, je suis pas sûr. Ah ben alors là, il n'y a pas de question, il faut y aller. Il y a la tempête, voilà, on y va. Et c'est vrai que ça nous a permis de digitaliser la formation. Très rapidement. Ça nous aurait pris normalement 3-4 ans avec une volonté et puis se battre contre les résistances. Là, on n'a pas le choix, on y va. Donc, je me rappelle qu'on est passé en digital en 48 heures. Je me rappelle du week-end, c'était extraordinaire. En 48 heures, on est passé au digital, pas le choix. Mais ce qui est super, c'est ce qu'on en retient aujourd'hui, c'est que, si je reviens à l'USP Formation, et encore une fois, je ne sais pas si je suis à côté de ta question, mais aujourd'hui, on dit, l'élève, il a changé. Tu peux plus dire à quelqu'un, mais tu dois venir là, telle heure. Il dit, attendez, vous êtes gentil, mais moi, j'ai autre chose dans ma vie. Toi, tu serais le premier à me dire ça. Et regarde ton brevet. Regarde ton brevet, on te dit quoi? On te dit, oui, tu peux venir. Tu as ta place, tu peux t'asseoir. Très bien, merci. Il est content, hein, tu as ta chaise, tu as tes habitudes. Mais on te dit, si tu veux pas venir, tu viens pas. Tu viens pas. Digital, tu fais ça de la formation canapé depuis chez toi, mais on te conseille de venir à celle-là quand même. Mais tu es un grand garçon. Donc, tu viens pas. Donc, on a mis en place des outils, tu as vu, hein, qui te permet maintenant, soit tu es en classe, soit tu es sur le grand écran face au prof. Donc, le prof, si tu veux, il a sa classe sur l'écran, sa classe en présentiel. C'est ce qu'on appelle la formation hybride, qui, évidemment, va s'adapter. Il y a des gens qui habitent à la Chaux-de-Fonds. Voilà, donc... il y a des gens qui habitent en Valais. Des gens qui habitent en Valais. Il y a de tout. Donc, voilà, c'est s'adapter à cela. Après... Au niveau de la formation en tant que telle, je dirais le métier n'a pas énormément encore changé. C'est les outils qui ont changé. Mais je dirais, PropTech ou pas, un état des lieux, ça reste un état des lieux. Non, mais c'est vrai, le CO, ça reste le CO pour l'instant. Hein. Donc je dirais, l'approche, comment est-ce que tu dois faire ça? C'est une vision entrepreneuriale. Je ne suis pas certain aujourd'hui qu'on doit encore avoir notre rôle là-dedans, parce qu'il y a énormément d'approches, je dirais, entrepreneuriales très différentes des unes des autres, et ça vous appartient. Taillot ou même au niveau du courtage. Au niveau du courtage, tu as vu, aujourd'hui, il y a quand même des nouvelles approches en termes de perception des honoraires qui est née, et ça fait que du bien à la profession, à mon sens. Ça fait que du bien. Merci les jeunes. Mais toi, il y a un truc auquel je crois, mais j'ai pas encore raison, mais le temps me donnera, j'espère, raison, parce que je vais pas être autant en disant ça, mais j'ai souvent raison trop tôt. Et avoir raison trop tôt, c'est une erreur. On est déjà en 2000, à peu près en 2000, en 2000, même en 98. Je disais, mais finalement, il faut arrêter de bosser chacun dans l'autre, quoi. Mon rêve était de dire, mais ayons une plateforme communautaire structurante, un outil informatique à disposition de ceux qui veulent l'utiliser. J'essaie de m'exprimer pour que ce soit clair, mais tu vois, je me dis, mais ayons une plateforme sur laquelle on a, je sais pas moi, un notaire qui peut venir se loguer, on a le peintre qui peut venir se loguer, on a le plombier qui peut venir se loguer, on a un gérant technique qui peut venir se loguer, on a un spécialiste état des lieux qui peut venir se loguer, on a des clients qui cherchent du service qui peuvent venir se loguer sur une plateforme structurante. Parce que je pense aujourd'hui, mais tu m'arrêteras, tu es plus jeune que moi, je pense qu'aujourd'hui, un employé, s'il peut être indépendant, il serait très content, mais pas complètement. C'est-à-dire qu'il veut être assuré. Il veut un peu le beurre et l'argent du beurre. Moi, je vois mon fils, il me dit, papa, je voudrais bien être indépendant, mais d'un côté, j'aimerais bien aussi un peu de sécurité. Tu vois, Et c'est antinomique tout ça. Mais l'idée de mettre, c'est une plateforme communautaire structurée avec un organisme au-dessus qui permette aux gens de dire, je viens offrir mes prestations, je viens offrir mes compétences si je veux, au moment où je veux, et je suis à disposition d'un client qu'on a besoin. Je ne sais pas si tu me suis. Je pense j'espère qu'on va vers cela. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a un gros avenir dans les freelances, pour les freelances. C'est ça. C'est clair. C'est qu'en fait, plutôt que d'être employé d'une structure plus rigide, c'est une multitude de freelances qui arrivent à travailler ensemble grâce à une plateforme
structurante. Exactement. D'ailleurs, ça existe énormément déjà, en ligne pour plein d'autres métiers que l'immobilier. Mais des Fiverr, Upwork, 5euros.com, c'est ça. C'est exactement et je pense que là, il y a un magnifique avenir. Tout à fait. Là, il y a vraiment quelque chose à faire. Effectivement, c'est terminé de rentrer dans une régie à 22 ans et de sortir à 64. Avec une montre. Un petit cadeau de départ. Donc ça, c'est terminé. Effectivement, les freelances, bel avenir devant. Je réponds à ta question comme ça. Absolument. Une petite dernière question par rapport au marché immobilier, cette fois plutôt. Est-ce que tu penses qu'il y a un plafond au prix de l'immobilier en Suisse ou bien il n'y en a pas? La question piège. Ou bien est-ce que le plafond, c'est Genève ou Zurich et tous les cantons vont suivre derrière et tant que ça monte à Genève et Zurich, ça monte partout? Écoute, ta question, tu sais qu'elle n'est pas simple, la question. Je vais essayer de faire une réponse simple. Je répète ce que j'ai déjà dit avant. Toi, tu n'as pas connu la crise immobilière en 94. Il s'est passé quoi? Juste pour tout le monde qu'on soit conscient de ça. Parce qu'il ne faut pas oublier ce qui s'est passé. En 93, 4, 5, on a des taux hypothécaires qui sont montés à 8%. Tu ne te rends pas compte de ce qui s'est passé. Moi, j'étais déjà dans l'immobilier. Il n'y avait plus rien qui se louait. À Genève, on avait des appartements. On faisait 3 à 6 mois de gratuité de loyer à Genève pour louer des appartements. C'était un autre monde. Les entreprises générales ont fait faillite, les régions ont fait faillite, c'était une catastrophe. Donc, il ne faut pas oublier que ça peut arriver demain, ce genre de choses. Et là, c'était dû à quoi? C'était dû à une hausse des taux. Après, c'est des vagues, c'est toujours un peu la même chose. Après, on est reparti, comme je l'ai dit aussi déjà avant, sur nos fameuses 30 glorieuses. Mais il s'est passé quoi à un moment donné? Il y a eu énormément de choses. C'est vrai qu'on a réussi à surfer sur la vague. L'immobilier a réussi à surfer sur la vague avec une hausse constante, régulière des valeurs de l'immobilier. Mais à chaque fois, il y a des facteurs différents qui m'ont amené à ça. Je crois que tu en parlais dans une de tes émissions. Un truc qui m'a beaucoup marqué, c'est ce fameux taux négatif de la BNS. On était à moins 0,75% de taux négatif. Ça a fait quoi? C'est qu'on s'est retrouvé avec des caisses de pension qui doivent assurer une rente, des caisses de pension qui avaient des milliards, je ne sais pas, ou des centaines de millions, je ne sais pas combien ils ont, mais sur des comptes bancaires, moins 0,75, on fait quoi? On fait quoi quand tu as du moins 0,75 et tu dois payer des retraites? Tu m'expliques ce qu'on fait? On est vraiment ennuyé. Donc, à un moment donné, elles ont bien dû sortir cet argent. Mais tu le sors où? Tu le mets sous un matelas? Je ne sais pas si tu vois. Tu mets en action? En or? En crypto? Ben voyons. Donc, ils ont dit, finalement, il faut bien qu'on le mette quelque part. Et je dirais le meilleur matelas qui soit, c'est l'immobilier. Donc, il s'est passé quoi? Tu as vu ce qui s'est passé en Valais? Pardon, j'ai touché le micro. Tu as vu ce qui s'est passé en Valais? Sion, Sierre, Martigny, Montreux, paf, les immeubles comme des champignons. Vides. Tu as vu ça? Le nombre d'immeubles qu'il y a eu, qui ont été construits, qui sont vides. Ils s'en foutent que ce soit vide. Ils s'en foutaient que ce soit vide, finalement. Pourquoi? L'argent, il est là. Au niveau de leur bilan, ça ne change rien, vu que ce n'est pas loué. C'est le coût de construction. Donc, ils ont pu placer. Donc, on a eu, si tu veux, ce moins 0,75 a engendré énormément de construction. Et aujourd'hui, on en parle, et ça c'est nouveau, c'est notre cher ami Guy Parmelin qui en parle, on a malgré tout, maintenant, aujourd'hui encore, on n'a pas assez de logements. On a un mouvement démographique extrêmement positif. Il faut savoir que ça fait des années, hormis Fribourg, maintenant, où on construit en dessous, en termes de nombre de logements, de l'augmentation démographique de notre pays. Genève, c'est une catastrophe, on sait, donc les prix explosent, et d'où l'intervention étatique très forte. Vaud, on a le même problème, sur le canton de Vaud, il est moins marqué. Mais bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, il y a un manque crasse de logements face à ce mouvement démographique positif. L'économie va plutôt bien. Donc je dirais ça, c'est quelque chose qui m'amènerait vers un niveau haussier. Maintenant, en contrepartie, le fait que les taux remontent, on va se retrouver avec des investisseurs qui diront « Ah, finalement, je peux mettre mon argent ailleurs. » Donc, on aura peut-être moins de demandes d'investisseurs. C'est toi l'expert, mais je le vois un peu comme ça, moins de demandes d'investisseurs, des caisses de pension, des fonds de placement qui diront « Mais finalement, je vais peut-être mettre l'argent ailleurs. » Plus, finalement, des taux qui vont être compliqués pour les clients propriétaires. On risque de se retrouver face à des immeubles qui seront à vendre demain. Donc, je dirais, il y a plusieurs éléments du marché. Certains m'amènent à penser qu'on va vers un mouvement haussier, d'autres m'amènent à penser qu'on va vers un mouvement baissier. C'est un peu la tendance, là. Mais vas-y, je t'écoute, monsieur l'expert. Personne qui sait. Non, mais moi, je pose cette question professionnelle de l'immobilier justement parce que c'est très dur de répondre actuellement. C'est compliqué, oui. On s'attend tous à une espèce de petite baisse, stabilisation, mais bon, au final, on ne sait rien, vraiment. Les rapports qui sortent de Real Advisor, de Priceable, ils disent tous que les prix ont quand même continué de monter fin 2022. Aussi.
Mais voilà, ouais, exactement, il y a l'inflation, les coûts de construction augmentent, on est toujours de plus en plus, la latte est là quand même. Donc on va pas avoir de nouveaux terrains à bâtir, donc il manque des logements, donc ça dépend vraiment de la situation. Effectivement, c'est très micro-situationnel l'immobilier au final. Mais je sais pas, moi je vois pas une chute de l'immobilier en Suisse, non. Impossible, je vois pas comment. Mais c'est terrible quand on y pense. Je sais pas, là je commence à parler d'une discussion de bistrot, tu me pardonneras, mais tu parles de la latte, évidemment, là, donc la loi sur l'aménagement du territoire, on s'est tiré une balle dans le pied parce que d'un côté on dit on doit satisfaire notre population, on doit offrir du logement, et c'est juste, j'entends, c'est notre responsabilité. Quand je dis nous pluriel, il y a l'État, il y a tout le monde, on doit, et puis d'un autre côté, on se l'interdit. Et c'est terrible parce que finalement, c'est les locataires, c'est des occupants qui en pâtissent aujourd'hui. Et si on ne peut pas construire, et moi je vois, tu sais, moi je fais pas mal de promotions, je te jure, j'ai des promotions à Genève. Ça fait 10 ans que j'ai acheté le terrain, 10 ans. J'ai tout accepté. J'ai dit, on me dit, il faut faire du social. Je dis, oui. Il faut faire des logements d'utilité publique. Je dis, pas de problème. Il faut faire des loyers très bas. Rendement, presque rien. Je dis, ok, bon, mais on fait quand même. C'est toujours pas construit. Non, mais tu deviens fou. Voilà, donc moi j'en viens même à un stade aujourd'hui dans ma carrière de promoteur où j'ai l'âge que j'ai. Et si je me dis à chaque fois que je me lance dans un projet, il sortira 10 ans plus tard, t'hésites à te lancer. Ouais, c'est sûr. Oui. Ouais. Donc là, je dirais qu'il y a c'est très compliqué au terme de loi, mais en termes aussi de pratiques administratives. Ouais, il y a un gros problème. Il y a un gros problème au niveau des pratiques administratives. Alors, je dirais politique, peut-être, mais surtout au niveau opérationnel. C'est qu'ils n'ont peut-être pas les moyens. Joindre quelqu'un que tu dois absolument joindre, tu tombes sur un répondeur, il ne te rappelle pas. On connaît ça. C'est vrai un peu partout aujourd'hui. Donc c'est compliqué, on perd beaucoup de temps. J'ai une promotion aujourd'hui, un terrain que j'ai acheté à Montreux. Je ne sais pas si tu sais ce qui s'est passé à Montreux, c'est juste une catastrophe sans nom. Donc voilà, écoute, on n'a plus tous les yeux pour pleurer alors qu'on aurait fait des magnifiques logements au centre-ville, proche de la gare, bien pour tout le monde. Voilà. Donc nous, on est OK pour ça. Il faut construire, mais il faut juste mais je pense que ça va peut-être changer avec ce qui se passe en ce moment, avec Guy Parmelin qui s'en mêle. J'espère qu'on va fluidifier, si tu veux, tout l'aspect administratif. Nous, on est là, les promoteurs, ils sont là, les professionnels, ils sont là, c'est leur job, donc ouais, pas de problème. Mon avis, c'est qu'on a un système administratif qui ne va pas du tout. En fait, la latte est tombée sur en 2015, du coup, révision de la latte. On a durci les conditions. On retire des terres à bâtir, bon, d'accord. Le but, c'est de densifier vers l'intérieur, d'accord. Ça, c'est très bien. Hein. Je pense que c'est très bien d'avoir une évolution. À la base, quand on a voté, c'était ça l'idée. Ah, exactement. Construisons la ville en ville. C'est la première idée. Arrêtons de miter le territoire. Tu n'as pas connu, toi, à l'époque où il y avait ces votations. Je me rappelle, sur les affiches, c'était écrit « Arrêtons de miter le territoire ». Et puis tu voyais une photo d'une belle prairie. Tout à coup, il y avait des plans de quartier qui étaient dessinés. C'était l'horreur. Donc voilà, ça nous a fait tous très peur. En 2019, on a voté là-dessus aussi. Ouais. 2018. Mais tu vois, je dirais, à la base, c'est toujours juste. J'entends d'ailleurs, si le peuple s'est prononcé pour, ça a convaincu la majeure partie du peuple. Donc c'était juste. C'est la mise en application qui pose problème. Exact. Aujourd'hui, ouais. Je pense que c'est trop contraignant d'un point de vue administratif à obtenir l'autorisation de construire et les oppositions sont trop simples. Trop simples. Mais on peut tous faire opposition. Là, tu as vu, il y a un autre projet, je crois c'est à Vevey, où tu as 3 personnes qui ont créé entre eux une association de je sais pas quoi. Opposition. Parce que c'est vrai. Je crois qu'ils vont couper des arbres, mais ils vont replanter. Mais là aussi, ils faisaient tout juste. Ils faisaient des logements sociaux. Le terrain restait propriété de la commune. Il faisait tout juste. Mais tu as toujours quelqu'un qui va dire « Moi, je ne suis pas de cet avis ». Ce qui est propre à notre société. On n'est pas toujours d'accord entre nous. Ce qui est normal, encore une fois, c'est la liberté d'expression. Mais tout d'un coup, il suffit que 3 personnes disent « Non, mais finalement, moi, je trouve qu'on devrait faire comme ci, comme ça ». Le pouvoir est donné aujourd'hui à ces personnes de faire opposition et de faire traîner le projet. C'est ça qui est terrible. C'est qu'aujourd'hui, l'opposition est ouverte de manière très simple à tout le monde. Le problème de la latte, je ne suis pas en train de dire que c'est juste ou faux, parce que je n'ai pas vraiment une opinion. Parce que d'un côté, la liberté d'expression est primordiale, puis d'un autre côté, si elle empêche, je dirais, à l'autre majorité de ne pas pouvoir faire, il est où le juste milieu? C'est juste qu'on est tous d'accord qu'il faut densifier. On veut tous densifier, mais pas chez nous. Chez les voisins plutôt. Ouais. Okay, voilà. C'est un peu, Bon, magnifique. Merci beaucoup, en tout cas, pour l'intervention, pour cet épisode très, très intéressant. Et puis au plaisir. Le meilleur pour Ispi Formation.
Et merci à toi. Le meilleur pour toi aussi. Donc, tu passes ton examen tout bientôt. Ouais, février. Là. Ouais, ça commence à être chaud. Février. Ouais, ça va, il y a le temps encore. Ouais, bon, ben c'est bien. Écoute, je te souhaite la bienvenue parmi les tout grands professionnels de l'immobilier. Voilà, je vous présente la Moi, je suis l'ancien, voilà le jeune. C'est lui que vous devez aller voir. Alors, pour les promotions, vous pouvez me voir aussi, mais bon, c'est surtout lui. Et puis, rejoins-nous à l'USPI, je t'ai déjà dit. Voilà, donc t'es le bienvenu. Et peut-être qu'un jour, il enseignera chez nous. Allez savoir. Je t'embête. Mais merci beaucoup, Olivier. Il va couper au montage. Non, je coupe rien. Bonne journée. À plus. Salut.